Amigo, on reprend la série des plus grands traîtres de notre football avec peut-être ce qui se fait de mieux en la matière. On va s'attaquer à un pays où la traîtrise est un sport national, à un pays où les joueurs passent d'un rival à l'autre comme si de rien n'était. On n'y fait presque plus attention tellement que c'est monnaie courante. La Serie A. Bon, en même temps, il y a tellement de grands clubs dans ce championnat incroyable que ça augmente les chances de trahison. Forcément. Bref, beaucoup d'histoires croustillantes à vous raconter aujourd'hui. Du coup, j'ai demandé à mon pote JB de la chaîne Compte de Foot de me filer un petit coup de main. Quand il s'agit de raconter des histoires de foot, il sait y faire le boulot. Avant de commencer Amigo, j'ai un gros événement à t'annoncer et celui-là me tient à cœur. Du 15 au 26 août, j'organise un grand tour de Ligue 1 en stream sur ma chaîne Twitch pour lancer la nouvelle saison. Chaque jour, dès 18h30, je vous présenterai les forces et les faiblesses, on fera des bilans mercato également. Pour chaque club, on fera 2 clubs par jour et pour chaque club, on rentrera bien dans le détail avec 2 spécialistes à chaque fois. Par exemple, il y aura Bruce Gradec et Sébastien Piocel pour parler de Nantes. Il y aura Zach Nani qui viendra nous parler de Lyon. Il y aura Rivenzi qui viendra nous parler de Brest. Il y aura Saber Desfarges qui viendra nous parler de Clermont. Bref, je te les cite pas tous, mais le casting est vraiment très stylé. Je pense que ça va être trop cool. Et si ce stream me tient vraiment à cœur, c'est parce que ce sera aussi l'occasion de soutenir l'association Allegra Play With Me. C'est une petite association qui vient en aide aux enfants hospitalisés en situation de handicap en leur apportant un peu de divertissement. Ils passent leur journée à l'hôpital, c'est pas forcément drôle pour eux tous les jours, donc je mettrai en place une petite cagnotte, libre à chacun de participer. Bien sûr, ce n'est pas du tout une obligation, mais voilà, si on peut leur faire une petite cagnotte pour leur apporter de quoi lire, de quoi s'amuser, une petite console de jeu, quelque chose, je pense que ça serait vraiment cool pour eux. Donc voilà, n'hésite pas à me rejoindre sur Twitch, n'hésite pas à follow la chaîne, je t'ai mis le lien dans la description pour ne pas manquer ça. Allez, on attaque mon top des pires traites de Serie A. Bon, comme je l'ai dit dans l'intro, il y en a quand même un paquet. J'ai dû faire du tri. J'en ai éliminé par exemple des évidents. Pjanic et Çalhanoğlu, c'est très récent, je suis sûr que tu t'en souviens très bien. On va pas s'attarder dessus. Ronaldo, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les traîtres de Liga. Et j'avais fait également un focus sur ces traîtrises italiennes. Donc là aussi, je passe mon tour. Et j'ai pas mis Hernan Crespo. Parce que j'aime trop Hernan Crespo. Allez, on commence avec un joueur que pourtant j'adore. Un bon joueur année 2000. Christian Vieri, Bobo pour les intimes. Un bon joueur année 2000 ça. Hein. À l'Inter, c'était une véritable machine. Il était tellement puissant. C'était un cheat code le mec. Et le pire c'est qu'à l'Inter, ils avaient ce mec là, mais à côté, il y avait Ronaldo. C'est un délire. Bref, ça a longtemps été une idole de l'Inter, mais plus depuis 2005. Juillet 2005 plus exactement. Vieri a alors 32 ans et l'Inter commence à renouveler sa ligne d'attaque. Vieri n'est pas poussé vers la sortie par l'Inter, mais lui sent bien que ça va être compliqué de garder sa place. Du coup, il essaye de s'imposer, mais par la parole, et réclame à Mancini, le coach de l'époque, une place de titulaire indiscutable. Sauf qu'à ce moment-là, à l'Inter, il y a déjà Julio Cruz, qui sans être une star est une valeur sûre, il y a Obafemi Martins, la bombe nigériane, les joueurs de PES savent de quoi je parle, et surtout, il y a le monstre Adriano, qui prend de plus en plus de place. Mancini ne peut absolument pas assurer quoi que ce soit à un Vieri vieillissant et qui se blesse assez régulièrement. Vieri est donc vexé et demande la résiliation immédiate de son contrat et pour assouvir sa soif de vengeance, il signe au Milan. Bon, son petit plan de revanche par contre va vite s'écrouler. En 6 mois, 14 matchs, 2 buts. Autant dire que pour Milan, ça ne suffisait pas. Et c'est ainsi qu'à l'hiver 2006, Vieri entame sa retraite à Monaco. La carrière de joueur de Leonardo fut marquée par de grands succès, à Sao Paulo, au PSG, à Milan, et bien évidemment, avec la Seleção. Il était titulaire lors de la finale perdue en 98 contre la France et a joué les premières rencontres du titre de la Seleção en 94, mais il n'a pas pu finir la compétition puisqu'il s'est fait suspendre pour une bonne manchette sur un joueur américain en 8e. Mais ici, c'est pas ça qui va nous intéresser. Leonardo a repris les rênes du Milan AC en 2009 après le départ de Carlo Ancelotti et revient donc dans un club qu'il avait porté jusqu'au titre de Serie A en 1999. L'AC Milan, c'est son club, il y a été joueur, directeur technique et donc entraîneur, et s'est toujours dit très attaché au Rossoneri. C'est notamment lui qui avait conseillé le recrutement de Kaká, alors que le jeune Brésilien jouait encore à Sao Paulo. Sauf qu'en 2011, 6 mois après avoir quitté le Milan AC d'un accord commun avec la direction et avec Silvio Berlusconi, ce bon vieux Leonardo prend ses bagages et file chez le Nerazzurri à l'Inter Milan. Vous vous en doutez, ça passe pas du tout pour les supporters rossoneri, on qualifie Leonardo de traître,
mais pour lui, il se dit droit dans ses baskets sans remords et a pour mission de relancer le club au milieu de la saison 2011. Son histoire avec l'AC Milan lui appartient et il fait ce qu'il veut, c'est en gros son discours pour expliquer son choix. Tout se passe plutôt bien, le Brésilien fait plutôt bien son taf dans le club de Massimo Moratti, mais en avril, il retrouve son ancien club pour le fameux derby de la Madonnina. Vous connaissez un peu Leonardo au PSG, il a pas vraiment la langue dans sa poche et à l'époque c'était la même chose. Donc avant le match en conférence de presse, il dit tout simplement que s'il y a un but pour l'Inter Milan, il va le célébrer comme si de rien n'était. L'entraîneur met un peu d'huile sur le feu, ça fait jamais de mal avant ce genre de derby. Bon par contre, l'Inter se fait fracasser 3-0 et Leonardo bizarrement se fera un peu plus discret en conférence d'après-match. Comme quoi dans ce genre de situation, il vaut mieux ne pas trop parler et laisser faire tranquillement les choses. Gonzalo Higuaín. Ah, ça faisait longtemps que je l'avais pas taillé celui-là. Passer du Napoli à la Juve, c'est pas la classe. Mais je vais lui reconnaître quand même qu'il faut avoir des burnes. Perso, j'aimerais pas me mettre à dos les supporters du Napoli. Bon, c'est pas le seul à l'avoir fait, hein. Il y a aussi eu Tiro Ferrara, Fabio Quagliarella, Maurizio Sarri chez les entraîneurs. Mais pour les Napolitains, Higuaín, c'est vraiment le pire. Car à une époque où le Napoli grandissait de saison en saison, était au coude à coude avec la Juve et pour gagner enfin un nouveau Scudetto, voir sa star qui a régulièrement clamé son amour haut et fort pour le club, forcément, ça fait très mal. Et non seulement il multipliait les déclarations d'amour quand il jouait au Napoli, mais en plus, il critiquait régulièrement la Juventus pour sa trop grande proximité avec les arbitres. Mais bon, quand la Juventus a littéralement craqué son PEL pour le signer, transfert à 90 millions d'euros, record de Serie A à l'époque, notre ami Pipita a vite oublié ses bons sentiments. Bon, faut dire que la Juve à l'époque était toute puissante en Serie A, était en parfaite santé financière et sportive et voulait franchir le dernier step pour pouvoir gagner la Ligue des Champions. Et pour Higuaín, c'était l'occasion d'enfin gagner la Serie A qui lui échappait depuis si longtemps. C'était l'occasion également de revenir dans le Gotha européen, prouver qu'il pouvait être un attaquant de classe internationale après son passage, on va dire mitigé, au Real Madrid. D'un point de vue strictement professionnel, on peut comprendre ce move. Mais du coup, on peut encore plus facilement comprendre le sentiment, le ressentiment même des supporters napolitains qui ne voient plus en lui qu'un mercenaire, qu'un lâche qui a choisi la facilité. En parlant de monuments quasi intouchables, en voilà un autre dans la liste. Andrea Pirlo est de ceux qu'on ose à peine critiquer et qui pourtant a vagabondé un peu partout à travers l'Italie au gré de ses envies et au gré de la forme de chacune des équipes. Alors que le joueur décide d'organiser son jubilé à San Siro en 2018, 7 ans après avoir quitté le Milan AC pour l'ennemi bianconero, plusieurs groupes de supporters rossoneri promettent aux joueurs un accueil très mouvementé et surtout des sifflets lors de son entrée sur le terrain. Bon, déjà, Pirlo a été transféré de l'Inter au Milan AC en 2001, mais le contexte était complètement différent puisque Pirlo n'était pas un joueur vedette du club Nerazzurri, il a jamais vraiment eu sa chance là-bas et a surtout enchaîné les prêts à l'Inter. Le Milan était allé le chercher en 2011 pour remplacer Zvonimir Boban et le joueur n'avait pas particulièrement d'approche avec le club de Massimo Moratti. Mais en 2011 par contre, c'est une toute autre histoire. Pirlo a passé 10 ans chez les Rossoneri, il a tout gagné là-bas dont 2 Ligues des Champions et est devenu rapidement l'un des meilleurs milieux de l'histoire. Mais en 2011, après une blessure qui l'a empêché de jouer la moitié de la saison et pour la fin de son contrat, le joueur ne reçoit aucune offre de la part de la direction et de son côté, ne montre pas vraiment d'envie de rester au club. Dans sa biographie qui est sortie en 2014, Pirlo parle justement de ses envies d'aller voir ailleurs, de son rêve d'aller jouer en Espagne, que ce soit au Real ou au Barça, un rêve freiné à chaque fois par Berlusconi qui ne voulait absolument pas entendre d'un départ de son numéro 21. Du coup, avec aucune offre à la fin de la saison 2011, Pirlo décide de rejoindre librement la Juventus et participe activement au renouveau du club qui n'avait pas remporté la Serie A depuis quasiment 10 ans. Andrea est élu meilleur joueur de Serie A en 2012, en 2013, en 2014 et la vieille dame remporte à chaque fois la compétition. Sachant que lors de son passage à la Juve, il a déclaré dans les journaux avoir une petite préférence pour le club bianconeri, ce qui a le don d'agacer les supporters milanais, et je les comprends tout à fait. Bon, finalement son jubilé se passe très bien et Pirlo ne sera pas sifflé par les supporters milanais. L'Inter, l'AC Milan, la Juve, Pirlo a fait le tiercé gagnant sans vraiment que ça atténue sa popularité, même si certains l'ont encore en travers de la gorge. Allez, je vais m'attaquer à un de vos chouchous, et il y en a à dire, hein, sur le grand Zlatan. L'homme qui veut nous faire croire toutes les 2 semaines qu'il est le meilleur joueur que la Terre ait connu, alors qu'il n'a jamais vu la couleur d'une finale de Ligue des Champions ou d'un Ballon d'Or. Donc bon, légende du football au final, ça se discute. Par contre, au niveau de la traîtrise, là, il a plié le game. Bon déjà, il y a le passage de la Juventus à l'Inter en 2006, qui fait tâche. Bon après, la Juve venait d'être rétrogradée en Série B suite à l'affaire des matchs truqués. Lui et Vieira ont préféré partir à l'Inter, repartir dans un club de top niveau pour pouvoir poursuivre leur carrière. Bon, quelque part,
je peux le comprendre. Ce sont des joueurs professionnels, ce sont des méga stars, qui plus est, ce sont des joueurs étrangers qui n'ont pas un lien vraiment indéfectible avec la Juventus, ils ont des carrières à gérer, ok, ça se comprend. Même si, au même moment, tu avais des Nedved et des Trezeguet qui étaient exactement dans la même situation et qui, eux, ont fait le choix de l'amour du maillot. C'est un peu plus classe. Mais soit, passons pour celle-là, ça peut se comprendre. Le problème, c'est qu'après, il nous fait une Ronaldo. Une pige en Espagne et hop, il revient en Italie pour faire le triplé Juve, Inter, Milan. Comme Davids, Pirlo, Vieri, Baggio et Bonucci. Mais sa plus belle trahison, amigo, c'est même pas en Italie, c'est même pas ce triplé. C'est en Suède. En 2019, il a racheté des parts du club d'Hammarby, le rival de Malmö, le club de sa ville natale, qu'il a formé et révélé au plus haut niveau. La ville lui avait même érigé une statue, tellement il était important pour eux. Autant te dire qu'après ça, la statue, ils l'ont vite brûlée. Aujourd'hui, on connaît surtout Giuseppe Meazza via le nom du stade de l'Inter. Avant 1980, le stade s'appelait officiellement San Siro, en référence au quartier où il est, mais depuis, il s'appelle Giuseppe Meazza. Le stade porte le nom de l'un des plus grands joueurs italiens de tous les temps qui tapait la balle dans les années 30, juste avant la Seconde Guerre mondiale. Attaquant plutôt ailier pas très grand, avec une vraie dégaine d'italien, les cheveux brossés vers l'arrière, le talent de Giuseppe Meazza éclate alors qu'il a seulement 17-18 ans, replaçant l'Inter parmi les plus grands noms du championnat italien. Formidable buteur, Meazza devient rapidement le patron de l'équipe Nerazzurri et détient encore aujourd'hui le record du plus grand nombre de buts marqués par un joueur de l'Inter Milan, avec 284 réalisations. A savoir qu'à l'époque, le club vivait sous le régime fasciste et s'appelait pas encore l'Inter Milan, mais s'appelait l'Ambrosiana. Triple champion d'Italie avec le club, double champion du monde en 1934 et 1938. Le joueur est une légende du football italien, malgré une vie de débauche, plusieurs blessures et surtout des relations amicales avec Benito Mussolini. Un bout de patrimoine un peu gênant, qui a lui aussi trahi son club de cœur puisqu'il a filé au Milan AC en 1940, après 13 ans chez les Nerazzurri. Les raisons de ce transfert sont un peu troubles, on parle d'une blessure qu'il a écartée des terrains depuis 1939, mais toujours est-il que Giuseppe est allé voir ailleurs, chez le rival, pour aller claquer 2 saisons plus que moyennes là-bas. Mais le pire, c'est qu'il ne va pas s'arrêter là. Ensuite, il décide de signer à la Juventus pour une saison, les tifosi le voient encore plus comme un traître, d'aller à Bergame juste après la fin de la guerre, et finalement de revenir à la maison, à l'Inter, en 1947. Il fera là-bas ses dernières apparitions sur un terrain de football. Malgré ses choix de carrière et ce petit périple à travers l'Italie, ce retour à la maison en fin de carrière va plaire aux supporters Nerazzurri puisqu'ils n'ont jamais réussi à le en vouloir étant donné l'impact énorme qu'il a eu sur le renouveau du club quand celui-ci n'allait pas forcément très bien. Un choix des supporters difficilement contestable. On est donc sur une petite trahison bien rattrapée, son passage à l'AC Milan qui donnera d'ailleurs son nom au stade après son décès en 1979 étant donné que le joueur a joué pour les 2 clubs de la ville. Amigo, on est à la moitié de cette vidéo, j'espère que cette vidéo te plaît. Si c'est le cas, pense bien à la rétribuer avec un petit pouce bleu et un abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et au passage, je te conseille, si tu ne la connais pas encore, d'aller voir la chaîne de Contes de Foot. De très très beaux portraits de joueurs de légende sont proposés très régulièrement sur sa chaîne. Je te mets le lien dans la description. Alors là, on a affaire au GOAT. Le GOAT du football italien, à n'en pas douter, l'un des plus beaux joueurs de tous les temps, mais aussi l'un des plus grands traîtres du calcio, Roberto Baggio. Comment ne pas parler de lui dans cette vidéo ? Son parcours est incroyable, c'est une masterclass. Bon déjà, il y a le passage de la Fiorentina, le club qui l'a fait exploser au plus haut niveau, à la Juventus. Déjà là, il démarre très fort dans le Tetris game. Quand c'est Bernardeschi encore, ça passe. Mais quand c'est le meilleur joueur de l'histoire de ton club qui passe chez le rival, là forcément, c'est un peu compliqué à avaler. Il y a même eu des émeutes à Florence à l'annonce du transfert, faut se rendre compte. Mais il va bien finir à la Juventus. Là-bas, il confirme son statut de méga star, il y gagne tout, ou presque, championnat, coupe de l'UEFA, ballon d'or, tout sauf la Ligue des Champions. Mais avec les supporters, leur relation est assez tendue au départ, parce qu'ils savent que Baggio est venu un peu à contre-cœur. Pour preuve, ce match contre la Fiorentina où il refuse de tirer un penalty, sort, ramasse une écharpe de la Viola et la met autour du cou. Mais c'est Baggio, c'est le plus grand crack du football italien. C'est impossible de le détester quand t'es supporter de la Juve. Et en 5 ans, la relation entre les tifosi et Baggio passe de la tolérance à l'amour. Mais la saison 1994-1995 va sonner le glas de cette histoire d'amour. Baggio se blesse de plus en plus souvent et subit l'émergence d'un nouveau phénomène du calcio, Alessandro Del Piero. Et le petit Del Piero, il a les dents qui rayent le parquet. Il en profite pour prendre de plus en plus de place à chaque blessure de la légende Baggio. Et tout Baggio soit-il, à la fin de la saison, les dirigeants de la Juve et Marcello Lippi lui font savoir que c'est terminé.
qui ne comptent plus sur lui parce qu'ils veulent lancer le projet Del Piero. Ils ont plus confiance en ce jeune espoir incroyable qu'en un Baggio de moins en moins fiable, même si le niveau est toujours là. Mais ça, c'est de la gestion. Côté supporters, par contre, on ne l'accepte absolument pas parce que dorénavant, les supporters de la Juve sont amoureux de celui qu'ils appellent Robbie dorénavant. Ils vont même donner un petit surnom. Et là encore, il y a eu des manifestations pour qu'il reste à la Juve. Et là encore, ça ne servira à rien. Baggio va de nouvelles fois passer chez un rival. Il va signer dans un club où il se sent réellement aimé, désiré. Il signe à l'AC Milan. Bon, au final, c'était pas forcément le meilleur choix de carrière. La relation aura été assez compliquée également. Incompatibilité avec Savicevic, blessure, relation glaciale avec ses coachs, et après 2 petites saisons, il se retrouve à la relance à Bologne. Sauf qu'à Bologne, en l'espace d'une petite saison, il rappelle à tout le monde qui est le patron. Et même si Baggio est un peu vieillissant à cette époque, Massimo Moratti, le président de l'Inter, y voit une opportunité unique, associer Baggio et Ronaldo sur le front de l'attaque. Juve, Fiorentina, Milan, Inter. Le quadruplé est incroyable. Bon, après, est-ce qu'on peut réellement parler de traîtrise pour ce dernier transfert? Honnêtement, je ne suis pas totalement convaincu. Certes, c'était une icône qui jouait pour le Milan, mais ce n'était pas forcément une icône du Milan. Encore une fois, son passage à Milan était très mitigé. À ce moment-là, il est plutôt en fin de carrière, il a l'opportunité de signer à nouveau dans un très grand club. Honnêtement, ça se comprend parfaitement. Allez, celui-là, on va lui pardonner. C'est pas forcément la plus connue et pourtant l'histoire et le parcours de Manfredonia valent le coup d'être raconté. Lionello Manfredonia, c'est un joueur italien des années 70-80 qui occupait le poste de défenseur ou de milieu de terrain. Il a commencé sa carrière à la Lazio pour se faire un nom dans le championnat italien et ça marchait plutôt bien puisqu'en 1977, il a été retenu pour jouer avec la Squadra Azzurra alors qu'il était encore plutôt jeune. Bon, par contre la suite c'est moyen. Manfredonia se retrouve en plein cœur d'un scandale de match truqué, la classique à l'italienne, et se fait suspendre de toute compétition pendant plus de 2 ans. Ce scandale qui a explosé impliquait 7 équipes et plus de 20 joueurs au total, dont le fameux Paolo Rossi, héros de l'Italie lors de la Coupe du Monde 1982. Du coup, Lionello, il doit attendre un peu avant de remettre les pieds sur un terrain, il revient en Série B avec la Lazio et aide le club à remonter en première division. À la fin de la saison 95, et alors que les Biancocelesti sont au plus mal, avec seulement 2 victoires sur toute la saison, le joueur file à la Juventus, aux côtés notamment du triple ballon d'or en titre, Michel Platini. Là-bas, il remporte un Scudetto, mais décide contre toute attente de finalement signer à l'AS Roma, club rival de la Lazio, alors qu'il a disputé plus de 230 matchs pour les couleurs de son premier club. Les supporters de la Lazio, forcément, ça leur plaît pas du tout, mais ceux de la Roma, c'est encore pire, et au sein même de la Curva, le groupe de supporters romains, un petit groupe se forme sous le nom de groupe anti-Manfredonia. Une vraie trahison d'un côté, un accueil bien salé de l'autre, Manfredonia a coché toutes les cases. En 1989, et malgré tout ce bordel, il terminera sa carrière à la Roma à la suite d'un arrêt cardiaque en plein match, sauvé par son ancien coéquipier Bruno Giordano, qui a été le premier à le venir en aide. Il restera dans le coma pendant 2 jours et ne remettra plus jamais les pieds sur un terrain de football. Comme quoi le sport nous réserve aussi de belles petites histoires. Clarence Seedorf, il professore, la grande classe Seedorf. Rien que son nom pue la classe de toute façon. Mais bon, ça c'est les joueurs hollandais aussi, c'est abusé, ils ont tous des noms trop stylés. Mark Overmars, Ruud van Nistelrooy, Wesley Sneijder, franchement c'est trop. Bref, je m'égare. Mais Clarence Seedorf donc, encore un mec passé de l'Inter au Milan. Niveau originalité, on repassera. Quoique, bon, de toute façon c'est Seedorf, je suis obligé d'en parler. Mais il y a quand même une petite originalité dans cette traîtrise, parce qu'au moment du transfert, c'est pas les supporters de l'Inter qui gueulent le plus. C'est ceux du Milan. À ce moment-là, on est en 2002. Pirlo avait fait le même chemin 1 an plus tôt, par exemple. Et le Seedorf qui arrive, c'est pas celui qui déchire tout avec l'Ajax, la Sampdoria et le Real. C'est un Seedorf un peu à la peine, qui sort de 3 saisons assez moyennes chez le rival interiste. Du coup, à ce moment-là, les supporters du Milan ont un peu l'impression de se contenter des restes de l'Inter, du rival. Et quand t'es supporter du Grand Milan, d'un club qui à l'époque pouvait s'acheter les meilleurs joueurs, les plus grandes stars, les joueurs les plus élégants, forcément ça fait un peu bizarre, ça a un petit goût amer. Bon, au final, ce goût amer n'est pas resté très longtemps en bouche, vu la manière dont il a éclaboussé les terrains de Serie A et même d'Europe avec le Milan, avec toute sa classe et toute sa technique. Bon, il a très rapidement mis tout le monde d'accord. Ils sont bien contents dorénavant.
Leonardo Bonucci est sans aucun doute l'un des meilleurs défenseurs italiens des années 2010. Il a formé avec Chiellini une charnière emblématique à la Juventus et en sélection, avec en point d'orgue la finale de l'Euro 2021, remportée contre l'Angleterre. Mais l'histoire n'a pas toujours été rose pour le défenseur italien. En 2017, après 6 titres consécutifs de Serie A, 2 finales de Ligue des Champions et plus de 300 matchs disputés sous les couleurs des Bianconeri, le joueur décide contre toute attente de signer à l'AC Milan pour devenir la pièce maîtresse de la nouvelle défense. Si beaucoup évoquent ses relations tendues avec Allegri, qu'il n'a même pas remercié dans sa lettre de départ, le dossier est brûlant et Bonucci se fait allumer par pas mal de supporters de la Juventus. Mais il faut vraiment creuser pour comprendre un peu mieux les raisons de ce transfert. En effet, l'un de ses fils étant gravement malade depuis sa naissance, Bonucci, qui devait absolument partir de la Juventus au vu de ses relations avec Allegri, n'avait pas d'autre choix que de signer au Milan AC, le seul club qui avait les capacités financières de pouvoir l'accueillir. L'Angleterre et Guardiola voulaient absolument le recruter, mais Bonucci a fait un choix familial pour que son fils puisse continuer à suivre son traitement dans le pays où il a toujours vécu. Un choix compréhensible mais que Bonucci dit avoir regretté un peu plus tard puisqu'il est revenu à la Juventus après seulement une saison en Lombardie. On retiendra quand même ce but au Juventus Stadium en mars 2018. Bonucci qui ne se gêne absolument pas pour célébrer son but devant les supporters de son ancien club. Un poil orgueilleux, monsieur Bonucci. Sportivement, son transfert au Milan fut un échec, son retour à la Juventus un peu mieux, notamment dans la quête du titre en 2019. Ah, celui-là, il me tient particulièrement à cœur. Mario Balotelli. Je l'aime autant que je le déteste, cet Bon, on n'est pas sur la vidéo des pires traîtres de Ligue 1, donc je ne vais pas m'attarder sur son passage honteux de Nice à Marseille, alors que Nice lui a tout donné quand il était au fond du trou. Mais bon, son passage de l'Inter au Milan, ça par contre, c'est une masterclass. Bon, il n'est pas passé de l'Inter au Milan directement, ok, mais généralement, quand tu passes d'un rival à l'autre, tu le fais discrètement, tu mets un peu les gens devant le fait accompli. Mais pas Balotelli. Lui, il se permet de trahir son club avant même d'avoir signé chez le rival. Notamment en 2010 quand il se pointe sur un plateau télé avec un maillot du Milan. Ça pour moi, désolé, mais j'appelle ça déjà une trahison. Dès ses premières saisons à l'Inter, le club qu'il a formé et révélé au plus haut niveau, le club qui lui a fait confiance très jeune, il ne se gênait pas pour clamer haut et fort son amour pour le Milan. Le manque de respect est déjà immense à cette époque-là. D'autant plus qu'à l'Inter, on lui a pardonné beaucoup de choses, beaucoup de frasques extra-sportives, que Mancini et Mourinho, par exemple, se sont très souvent arrachés les cheveux devant son manque de responsabilité, son manque de respect au quotidien. Bagarre à l'entraînement, retard, insolence, expulsion débile dans des matchs importants. Donc après tout ça, lui trouver des excuses sur son passage au Milan après être revenu d'Angleterre, c'est quand même compliqué, voire même carrément impossible. Milan qui d'ailleurs avait un autre traître dans ses rangs à ce moment-là, puisqu'il y avait Souley Muntari qui venait de faire Inter Milan. Après, je peux comprendre la situation, ça peut arriver d'avoir l'opportunité de passer professionnel chez ton club rival et de ne pas être désiré par ton club de cœur quand tu es gamin. Ça peut arriver, mais dans ces cas-là, essaye de faire ça un peu plus discrètement, avec un petit peu plus de respect, un petit peu plus de classe. Mais bon, si c'était la classe qui qualifiait le plus Mario Balotelli, ça se saurait. Fulvio Colovati. Ce nom ne te dit sûrement rien et franchement, c'est normal, on n'en entend jamais parler en France et pour être tout à fait honnête, je l'ai moi-même découvert en faisant mes recherches pour cette vidéo. On n'en entend jamais parler mais pourtant c'était loin d'être un peintre, c'était même plutôt quelqu'un. En 1979, il formait une charnière centrale de fou avec Franco Baresi. Les deux étaient très jeunes et c'était assez rare de voir d'aussi jeunes joueurs, surtout en défense en Italie, à très haut niveau, mais ils étaient tellement doués que même comme ça, ils ont eu la confiance de leur coach et ont mené le Milan vers un Scudetto. Bon là, normalement, t'es supporter du Milan, tu vois ces deux-là, tu te dis « Ok, on a trouvé nos deux étendards, ces deux-là, on va les garder à vie, c'est sûr ». Et bien 3 ans plus tard, Colovati signe à l'Inter. Bon, en même temps, il faut dire qu'il a connu une situation très particulière puisqu'il a connu 2 descentes avec le Milan. 2 rétrogradations en Série B. Une première en 1980, le Milan finit 3e de Serie A, mais est rétrogradé administrativement suite au scandale du Totonero. Bon, là, Colovati est encore très attaché au Milan, il fait le dos rond et il accepte de jouer en Série B. Sauf qu'en 1982, le Milan descend une seconde fois. Et là,
sportivement, donc tout seul, comme un grand. Cette fois, c'est la descente de trop. Lui est un joueur de classe internationale. Il ne peut pas se permettre de passer encore une saison en 2e division. D'autant plus qu'à ce moment-là, il vient d'être sacré champion du monde avec l'Italie quand même. L'écart de standing est beaucoup trop grand. D'ailleurs, lors de cette finale contre l'Allemagne de l'Ouest, c'est lui le titulaire en défense centrale aux côtés de Gaetano Chirea. Pas Baresi. Du coup, à ce moment-là, Colovati est décidé, il veut partir. Par contre, lui veut partir à la Fiorentina. Il veut rester respectueux envers son club. Mais alors que tout était ok pour un transfert à la Viola, l'Inter a débarqué dans les négociations et a proposé un échange avec 3 bons joueurs prêts à batailler en Série B. Pour Milan, l'offre est beaucoup trop belle. Milan ne veut plus du tout entendre parler de l'offre de la Viola. Colovati n'a plus le choix, il doit partir à l'Inter. À ce moment-là, le transfert fait scandale, surtout qu'à cette époque-là, on n'est pas encore habitué à voir des traîtrises comme ça entre le Milan et l'Inter, mais lui, au final, a un peu subi la situation. D'ailleurs, aujourd'hui, maintenant qu'il est consultant à la télé, il se défend toujours d'avoir trahi le Milan. Il n'a pas eu le choix. Si on est honnête, on peut le comprendre, mais dites-vous qu'encore aujourd'hui, il y a des gens qui lui reprochent. Voilà amigo, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. Comme d'hab, le petit pouce bleu, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait, toujours très important. N'oublie pas le tour de Ligue 1 sur Twitch du 15 au 26 août. N'hésite pas à me rejoindre sur Twitch pour pouvoir suivre ça, ça va être trop cool. Tu peux également me suivre sur mes réseaux sociaux. Encore un grand merci à JB évidemment pour son aide sur cette vidéo. N'hésitez pas une nouvelle fois à aller checker sa chaîne Compte de Foot. Le lien est également dans la description. Moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.